Ça apporte de l'adhésion, ça aligne l'équipe. On prend aussi des décisions lors de ces ateliers-là. Une méthode qu'on utilise beaucoup, c'est le design thinking. C'est un nom un peu barbare comme ça, mais en gros, c'est une méthode d'innovation collaborative. Par contre, j'étais trop content de travailler avec la RTS, par exemple, ou aussi avec Piaget. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors, laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, direction Genève. Je vous emmène à la rencontre d'Alexis Mokli, un entrepreneur qui a fait de la créativité, de l'innovation et du collectif sa mission. Son nom vous dit peut-être quelque chose, car les Startup Weekend en Suisse romande, eh bien, c'est lui. Et après 10 ans, ponctués d'expériences, d'erreurs et de découvertes, il a trouvé son Ikigai, littéralement sa raison d'être, en lançant sa boîte, WeNove, qui aide à éclore des projets et des idées grâce à des méthodes collaboratives et à l'intelligence collective, tout un programme. Chers auditeurs, cet épisode promet d'être aussi innovant qu'inspirant. Alexis, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci Agnès, merci pour cet accueil et pour cette intro. C'est un plaisir d'être là. Ah, je suis trop contente. Franchement, ça fait vraiment plaisir. En plus, aujourd'hui, donc, on est dans les locaux de la Synergie Plus. Donc, un grand merci à eux. Et merci à Cyril de PAC Entreprise, de One Stop Shop des entrepreneurs. J'aimerais savoir, Alexis, comment tu étais autour de 10-12 ans? On rentre directement dans le sujet. Direct, on attaque. Ok, bah écoute, je pense qu'à 10-12 ans, j'étais déjà comme aujourd'hui. Je bouillonnais d'idées. Ouais. Et en fait, je te dis ça parce que j'ai un souvenir d'école. En gros, si tu veux, ils avaient installé des casiers dans l'école, c'était nouveau. Et moi, j'avais vu une opportunité business à ça. Je me suis dit, bah tiens, maintenant il y a des casiers, du coup, je vais pouvoir stocker des boissons et les revendre à mes potes à la récréation. Okay. Parce qu'il y avait un déner à côté, j'achetais les boissons, je les stockais là et je les revendais ensuite moins cher que la cafétéria. Et c'est vraiment, je trouve, c'est ça l'entrepreneuriat en fait, c'est analyser une situation et trouver une opportunité business et ensuite voilà, la proposer. Et je le faisais déjà à 10-12 ans, quoi. Je suis tellement pas surprise, parce que il se trouve que nous, on s'est rencontrés il y a, ça fait mal à dire, mais quasi 20 ans. Absolument. À l'Uni, dans le domaine associatif, où tu as toujours été hyper actif, au sein de la Junior Entreprise Genève. Et je me souviendrai toujours que, voilà, t'es arrivé, t'as dit, voilà, moi, le journal, je trouve ça trop cool, j'ai envie d'être co-rédacteur avec Réginald, bien aimé, que d'ailleurs je salue, qui est un super pote. Et oui, t'avais repris le truc, t'avais déjà plein d'idées, t'avais repackagé, refait plein de trucs. Donc, ouais, je suis pas surprise que déjà petite, t'avais cette fibre. Je crois que tu as même lancé le bal HEC, donc vraiment, enfin voilà, assez cool, très tôt. Mais surtout, les gens te connaissent aussi pour les fameux Startup Weekend que tu as importés des US à la sauce suisse, en Suisse romande. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu en 2 mots, c'était quoi ce concept ? Le concept, au fait, c'était de lancer une start-up en un week-end, comme son nom l'indique. En gros, on arrive le vendredi avec une idée de projet, et puis on est accompagné pendant un week-end par des coachs, par des experts, et à la fin du week-end, on pitch son projet devant un jury avec des investisseurs et autres. Et en fait, la force de ce format, c'était vraiment de lancer son projet sur un temps très court, et de vraiment gagner du temps. Les gens nous disaient, voilà, en un week-end, on a réussi à faire l'équivalent de 1 mois de travail. Okay. Et vraiment, ça tranchait avec la façon dont on avait d'entreprendre à l'époque. On était beaucoup encore dans le business plan, on passait 6 mois à faire un business plan, etc. Et là, c'était des nouvelles méthodes, un peu qui viennent des US, où on est directement dans l'action, on parle à nos clients, on prototype. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, on se lance et on ajuste au fur et à mesure. Tu te souviens d'un moment ou un souvenir un peu fort de cette aventure ? Franchement, on a sensibilisé des milliers de personnes lors de ces événements. Il y en a plein ensuite qui sont devenus entrepreneurs, qui ont fait des très belles boîtes. Je pense notamment à Monito, qui est une start-up fintech suisse, qui est aujourd'hui dans le top 100 des meilleures startups suisses, et qui ont lancé leur tout premier prototype en un week-end lors d'un startup week-end. Trop fort. Trop fort, ok. Et c'est vrai qu'il y avait aussi toute une vocation d'éducation à l'entrepreneuriat. Par la pratique, c'était un peu l'explosion des nouveaux outils, les business models Canva, les value proposition Canva, tous ces outils qui sont très utilisés par les startups. Nous, on les a diffusés à large échelle en Suisse romande au travers de ces événements. Ok. Ensuite, tu as fait 10 ans d'entrepreneuriat.
où tu me disais que tu n'avais pas trouvé le Saint Graal à ce moment-là. C'est vraiment la zone de génie dans laquelle tu t'es dit « Ok, waouh, là c'est l'idée, il faut que je lance ma boîte sur ça ». Tu as appelé ça même le MBA de vie. Ça, je trouve ça assez sympa comme expression. Et effectivement, en entrepreneur, c'est jalonné d'échecs, de succès. On va en parler avec Winov, mais surtout aussi d'échecs. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être le plus grand échec que tu as eu, mais surtout celui qui t'a appris le plus? Oui, c'est vrai qu'en fait, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat juste après les études. Donc, j'avais très peu d'expérience et puis je savais pas trop. Donc, ça m'a pris un peu de temps en fait à comprendre comment est-ce qu'on monte une entreprise, aussi à me comprendre ce que moi j'aimais et ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai fait différents projets dans différentes industries. Et en fait, j'aime bien dire que c'était un peu un MBA parce que ça m'a formé en fait toutes ces expériences. J'ai planté pas mal de projets dans cette période-là, mais pour moi, c'était pas si grave parce que ça me permettait chaque fois d'avancer. Chaque fois, c'était une brique de plus dans mon aventure entrepreneuriale. Donc, j'ai pas un échec comme ça plus marquant qu'un autre, mais c'est plutôt un parcours ponctué d'apprentissage, je dirais. Finalement, ces échecs, pour moi, c'était plus des apprentissages qui est le processus naturel. Finalement, si on pense à un enfant qui apprend à marcher, ben, il n'y arrive pas du premier coup. En fait, c'est jalonné, la vie est jalonnée de tests, d'erreurs, d'échecs, mais qui permettent, in fine, de grandir. Et en tant qu'entrepreneur, tu dirais que tu as appris quoi d'essentiel que tu n'avais pas forcément connaissance avant? Ouais, je pense que une des grandes leçons pour moi, c'est d'aller le plus vite sur le terrain à la rencontre des clients et à essayer de vendre au fait son produit, son service. Pas passer trop de temps dans l'analyse, dans la création de business plans. Finalement, ça, c'est des choses un peu qui retardent l'arrivée sur le marché. C'est presque une façon de procrastiner. Parce qu'on a un peu peur finalement de proposer sa nouvelle offre, son nouveau produit. Moi, je pense qu'au contraire, il faut y aller dès le début, le plus vite possible, même si c'est pas parfait, mais on ajuste au fur et à mesure. Et puis surtout, on n'est jamais en train de créer pour soi. Finalement, c'est les clients qui vont acheter notre produit, qui vont acheter notre service. Donc, c'est eux finalement qui ont raison, qui ont le dernier mot. Donc, autant aller le plus rapidement possible vers eux pour avoir leur feedback et puis améliorer en cours de route. Ok. Et tu te souviens d'une expérience de terrain qui a mal tourné ou... Une expérience de terrain, franchement, il y en a plusieurs. Je pense à un événement qui avait très très bien marché, une première édition. Une deuxième édition, c'était un énorme pop-up store. Okay. On avait vu vraiment très grand, donc plusieurs milliers de personnes sur plusieurs jours avec voilà, des dizaines et des dizaines d'exposants. On a vu trop grand, malheureusement, et puis pas assez d'affluence. Et donc, il y avait des charges fixes extrêmement élevées de location d'espace, de prestataires, etc. Et on n'est clairement pas rentré dans nos frais. Et c'était vraiment une leçon assez dure parce qu'il y a eu une grosse perte financière. Et puis surtout, ben, c'est un projet sur lequel on avait mis nos tripes, on avait travaillé pendant des années, enfin des mois plutôt dessus. Et puis on dit normalement de voir grand, ça permet de faire avancer. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas... En fait, je pense que c'est important de voir grand, d'avoir une vision grande. Par contre, dans l'exécution, moi, je préconise vraiment la théorie des petits pas. Donc en fait, avoir une vision ambitieuse, mais dans l'exécution, démarrer petit. Et puis grandir le long du chemin avec la demande, avec les clients, avec l'expérience aussi personnelle qui s'enrichit. 2020, le Covid, et toi, tu as trouvé ton Ikigai avec Winov. Est-ce que tu peux nous faire le fameux elevator pitch de Winov? Absolument. 2020, je me retrouve chez moi, en confinement. Et en fait, j'ai un peu de temps pour me poser, pour faire le bilan finalement de ces 10 dernières années. Pour répondre à ta question, l'elevator pitch de Winov, c'est que on conçoit et on anime des démarches collaboratives. Donc en gros, on crée des ateliers pour aider les équipes qui sont peut-être un peu coincées dans leur projet à résoudre une problématique, à générer des idées ou même à imaginer le futur. Donc on pioche dans notre boîte à outils, on conçoit un format collaboratif, on invite les gens autour de la table et puis là, c'est des séquences qui sont vraiment très animées. Ça apporte de l'adhésion, ça aligne l'équipe, on prend aussi des décisions lors de ces ateliers-là et ça permet vraiment de débloquer des situations et souvent sur des formats comme ça très courts, on arrive à atteindre des résultats vraiment très puissants. Tu aurais un exemple concret d'une méthode qui fonctionne bien ? Une méthode qu'on utilise beaucoup, c'est le design thinking. C'est un nom un peu barbare comme ça, mais en gros, c'est une méthode d'innovation collaborative qui permet au fait de créer un nouveau projet, de créer un nouveau produit, en étant sûr que ce qu'on est en train de créer correspond aux besoins, à la demande du marché.
parce qu'en fait, on va impliquer le client dans le processus de création et ça va permettre de vraiment être sûr que ce qu'on produit répond à un besoin réel. Pas de créer quelque chose dans le vide qui intéresse personne. Ok, donc tu impliques le client final ou l'utilisateur Exactement. dans le design de la solution. Exactement, Ok. c'est exactement ça. Et puis on avance par cycle court et rapide avec des boucles de feedback. Donc dès qu'on a une première version qu'on appelle prototype, on la montre au client, on prend les feedbacks en compte et puis on améliore sur un deuxième cycle. Et on fait comme ça plusieurs allers-retours jusqu'à avoir ce qu'on appelle le product market fit, vraiment le projet parfait, qui a une parfaite adéquation entre le marché et puis notre proposition de valeur. Ok. Par exemple, on a un atelier signature sur la vision stratégique qu'on peut faire au niveau d'une entreprise, mais aussi au niveau d'un département ou d'une équipe, sur comment, en fait, quelle vision on a à 3 ou 5 ans. Et en fait, on le fait de façon collaborative. Et à la fin de l'atelier, l'équipe repart avec une feuille de route, avec les grandes étapes, les grands jalons pour atteindre cette vision. Quand tu parles de collectif, je trouve assez intéressant parce que c'est vrai que souvent les personnes entre elles ne collaborent pas toujours. Et est-ce que tu as des outils qui permettent de faire ce fameux brainstorming pour rassembler les idées et les trier? Est-ce que tu as des choses, des outils pour ça? Bien sûr, on a une boîte à outils de techniques pour soit résoudre des problèmes, soit pour générer des idées, soit pour même imaginer le futur. Et la force, c'est de le faire collectivement. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises où on est dans une optique un peu top-down, où les décisions viennent d'en haut et sont appliquées par les équipes. Le désavantage de ça, c'est qu'il y a une très faible adhésion finalement des équipes à l'arrivée. Les gens ne sont pas forcément motivés, comprennent pas pourquoi on fait telle chose, etc. Le fait de le faire de façon collaborative, en mode workshop, en mode atelier, permet en fait de réunir les bonnes personnes autour de la table et puis d'avoir tout de suite une vision commune. Donc ça apporte de la clarté, une bonne adhésion et ça anime l'équipe. Tu fais des genres de jeux comme ça, des jeux où tu mets les... Moi j'avais fait ça dans mon ancienne vie où il y avait des jeux, on avait des crayons, on devait dessiner des trucs et on devait se les passer et ça permettait de comprendre un petit peu le rôle de chacun dans une équipe. T'as ce type de jeu que tu fais? C'est totalement le jeu est un des outils qu'on utilise parce que ça permet aussi de libérer la créativité, de libérer un peu les équipes de leur façon de faire habituelle. On essaye de travailler aussi sur différentes zones du cerveau. Il y a des choses qui sont plus verbales, d'autres plus réflexives, d'autres plus visuelles. Parfois... T'as un jeu que t'adores faire à chaque fois, tu dis oh là c'est trop cool, je vais faire ce jeu avec ces gens? Non. Non. Moi j'avais fait un truc où il y avait une boîte avec plein de jouets dedans, ça peut être des Playmobil, des Lego, hein, et puis en fait on devait choisir et puis sortir une idée en parallèle avec le jouet. Enfin, je sais pas si ça Oui, c'est totalement des choses qu'on fait, mais c'est vrai que j'en ai pas un qui sort du lot, si tu veux, tu vois. On a une palette et puis on prend toujours le jeu le plus adapté selon la problématique qu'on doit résoudre. Ou la culture de l'équipe à ce moment-là. Et toi, tu dirais que parmi ces outils que tu mets à disposition, c'est importé complètement des US, c'est toi qui les as façonnés au fil des années en jugeant lequel finalement fonctionne mieux, selon le secteur d'activité aussi, j'imagine? Oui, c'est vrai que c'est beaucoup des outils qui viennent de la culture anglo-saxonne. Mais aujourd'hui, on s'est réapproprié certains outils qu'on a adaptés aussi pour la culture suisse. Et puis, on n'est pas dogmatique sur une seule méthode. Vraiment, il y a des dizaines, des centaines de techniques, d'outils qu'on utilise. Et puis, on pioche dans cette boîte à outils pour trouver vraiment le meilleur outil pour le sujet qu'on est en train de traiter. Et moi, j'aime bien demander aux formateurs si eux-mêmes se forment. Toi, tu continues de te former, tu continues d'apprendre? Absolument. Chaque année, je fais différentes formations continues, des choses en ligne, je lis beaucoup de livres, j'écoute des podcasts. Pour moi, c'est vraiment la clé, c'est de perpétuellement continuer à se former. Et en plus, comme je suis très curieux de nature, en fait, c'est un plaisir d'apprendre des nouvelles choses. Donc, quand tu parles de Winov, donc tu réunis les bonnes personnes avec les bonnes méthodes pour faire avancer les projets. Est-ce que tu as un exemple concret d'un projet où tu te dis « Ok, là, c'est pour ça que je me suis lancé, c'est trop cool ». Encore une fois, j'ai pas un exemple concret, mais c'est plus la satisfaction de voir des projets qui, avant mon intervention, les équipes étaient un peu démoralisées, le projet tournait en rond, ils faisaient du surplace depuis plusieurs mois.
Et puis ensuite, suite à un ou deux workshops, en fait, la situation se débloque. On voit des sourires apparaître, les équipes qui se remobilisent, le projet qui est à nouveau mis sur rail. Et en fait, c'est ça qui est le plus satisfaisant, c'est de voir qu'il y a un vrai impact dans ce qu'on propose et puis qu'il y a un avant-après. Et que souvent, on est dans une situation un peu... On nous appelle plutôt quand ça va pas très bien, en fait. C'est un peu le pompier. Donc voilà, c'est un peu le chaos. Et puis, on amène de la clarté, on amène de l'alignement et puis on amène aussi un peu un souffle nouveau pour l'équipe, finalement. Par contre, j'étais trop content de travailler avec la RTS, par exemple, parce que voilà, c'est une grosse institution et puis voilà, c'est la télé, donc d'avoir pu rentrer dedans, de voir les coulisses, c'était génial. Ou aussi avec Piaget, moi qui suis fan de montres et d'horlogerie, d'avoir pu découvrir les coulisses de cette grande entreprise, c'était vraiment génial. Ouais, j'avoue, c'est la classe. Ok, on va attaquer les 3 instants signature. Et on va démarrer par la fameuse baguette magique. Merci. À partir de maintenant, tout est possible. Tu as un vœu, tu peux changer quelque chose dans ton passé, dans le futur et dans le présent. Sur ton parcours, qu'est-ce que tu en fais ? Ok, en tout cas par rapport au passé, je pense que j'ai pas de regrets. Je vais rien changer parce que finalement, ça fait partie de mon parcours, même si ça n'a pas toujours bien fonctionné. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc de toute façon, je suis très reconnaissant en fait pour la vie que j'ai aujourd'hui. Et pour le futur, un de mes gros challenges là, c'est de démarrer une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Et notamment, j'ai commencé depuis peu du contenu vidéo. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de poursuivre et donc d'être vraiment régulier là-dedans. Et on va voir où ça me mène et ce que ça va donner. Ok, trop cool. On va faire le 2e instant. C'est l'instant tac au tac avec la fameuse sonnette. C'est parti. Est-ce que tu as une citation que tu te répètes régulièrement ? C'est « What you're not changing, you're choosing ». Il y a beaucoup de gens en fait qui se plaignent de situations, mais en fait ils font rien pour la changer. Donc si tu fais rien, c'est qu'au final tu l'as choisi. Si tu devais choisir un mot pour décrire ton parcours, tu choisirais lequel ? Créatif et atypique. Quel est l'accompagnement le plus fou que tu aies fait au sein de Winov ? C'est d'avoir travaillé avec Mike Horn, l'explorateur, sur un concours de start-up. Waouh. En quelques mots, quelle est la leçon de vie la plus importante que tu as apprise ? D'avoir confiance en soi, c'est la clé pour beaucoup de choses. Quelle est ta plus belle rencontre ? Mike Horn. Quel est ton plus gros coup de bol ? Mon plus gros coup de bol, c'est d'être passé au téléjournal à peine 20 ans, quand j'avais à peine 20 ans pour le Startup Weekend. Ah, trop bien. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petit ? C'est pas ce qui t'arrive qui est important, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Très philosophique. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur ? De parler rapidement à ses clients, de se lancer rapidement sur le marché et puis de s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, on a terminé notre instant tac au tac. Il reste le dernier instant. Peut-être juste avant, est-ce que tu aurais envie de faire une sorte de un cadeau aux auditeurs de Parcours Inspirant, peut-être par rapport à ton activité ? C'est un truc que je proposais quand j'ai lancé Winov au tout début. Je proposais un appel avec moi gratuit pour brainstormer en fait sur un sujet à choix pendant 45 minutes. Et après j'ai arrêté de le faire parce que j'ai eu beaucoup de demandes et j'arrivais plus à le proposer gratuitement. Mais aujourd'hui, on peut dire que si un auditeur de podcast inspirant m'envoie un email en me disant brainstorming gratuit, je lui proposerai 45 minutes de discussion offerte pour un brainstorm sur un sujet de son choix. Trop cool, merci. On va attaquer le dernier instant, la fameuse minute inspirante. Et donc, je vais lancer un minuteur. Je te laisse regarder cette caméra et ça démarre quand tu veux. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où vraiment tout est possible. Il n'y a plus aucune barrière à la créativité. On a des outils d'IA qui ont énormément facilité le passage à l'action. Quand je me suis lancé il y a 15 ans, c'était compliqué de faire un site internet, on devait passer par une agence. C'était compliqué de faire un logo, on devait passer par un graphiste. C'était compliqué de trouver des clients parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ça est beaucoup plus facile.
Donc ce que j'ai envie de dire, c'est toutes les personnes qui, au fond de leur tête, ont une idée mais n'osent pas se lancer, il n'y a pas de meilleur moment, à mon avis, dans l'histoire de l'humanité pour devenir entrepreneur, pour lancer un projet. C'est pas forcément pour devenir un business guy à succès, ça peut être un side project, ça peut être un projet complémentaire à son activité principale, mais en tout cas, je pense que c'est le meilleur moment pour créer quelque chose aujourd'hui. Top! Qui sur le longue. Alexis, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très très sympa et j'ai appris plein de trucs. Et j'invite nos auditeurs à réagir s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, ou s'il y a des choses qui ont résonné avec leur parcours. On les invite à nous écrire. Merci beaucoup. Merci Agnès. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir? Maintenant, les algorithmes décident de tout. Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi. Et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.